Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Nuit des idées. Merci à tous et à toutes d'être là. Je suis Mélène Garboulieu, je suis l'attaché culturel auprès du Consulat général de France dans les provinces atlantiques. Nous sommes très heureux d'organiser la troisième Nuit des idées à Moncton avec tous nos partenaires et en particulier l'Université de Moncton, l'École de kinésiologie et des loisirs, l'Institut des études acadiennes, Danse encore que je vois là-bas qui a organisé une très belle activité ce matin et tous nos partenaires qui sont présents ce soir. Avant de commencer, je vais inviter le vice-recteur de l'université, M. Francis Leblanc, vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la faculté des études supérieures de l'université, à nous dire quelques mots. Merci, Mélène. Monsieur Schitterer, consul général de France, distingués invités et membres de la communauté universitaire, bonsoir. L'Université de Moncton reconnaît que ces trois campus sont situés sur les terres ancestrales non cédées des Walistoquets et des Mi'kmaq, ces nations autochtones, et leurs territoires sont régis par les traités de paix et d'amitié élaborés et signés par les Wolastoqey, les Mi'kmaq et les Passamaquoddy avec la couronne britannique au XVIIIe siècle. Les traités n'abordaient pas la cession des terres et ressources, mais ils reconnaissaient plutôt les titres Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy et définissaient les règles quant à ce que devaient être des relations durables entre les nations. Il me fait très grand plaisir de prendre la parole ce soir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Moncton dans le cadre de cet événement unique en son genre. Je suis ravi d'appuyer la participation de notre institution à ce forum d'échange d'idées et de partage culturel. Ce forum d'échange d'idées et de partage culturel a été imaginé et initié par nos chères cousines et cousins français. Le recteur et vice-chancelier, le docteur Prudhomme, aurait bien aimé d'être présent ce soir, mais il est en déplacement au campus de Shippagan. Il vous transmet ses sincères salutations. À la recherche du bien commun, grâce à son leadership, l'Université de Moncton est engagée avec ses communautés pour trouver des solutions viables aux enjeux contemporains. C'est donc dans ce contexte et en regard de nos valeurs que je suis optimiste en voyant de telles initiatives comme la Nuit des idées. En tant que professeur de physique et d'astronomie, je ne peux vous cacher que le nom de la Nuit des idées me rejoint. Comme vous le savez, c'est la nuit que nous pouvons observer les plus beaux objets célestes dans le ciel. Je suis persuadé que des idées très bien éclairées seront aussi au rendez-vous ce soir. Au-delà de la performance, l'inclusion et le mieux-être dans le sport sont des fondements qui doivent être explorés en plus grande profondeur. Des événements comme celui-ci nous rappellent le chemin parcouru et le chemin qu'il reste à faire. L'inclusion fait partie des valeurs fondamentales de l'Université de Moncton. Il est important pour nous d'assurer l'équité, célébrer la diversité et offrir un milieu inclusif. Et le sport universitaire en fait partie. En terminant, je tiens à souligner l'excellent travail de collaboration qui a été fait entre nos services et unités académiques ainsi que nos partenaires. Sincères remerciements au Consulat général de France dans les provinces atlantiques, à l'Alliance française de Moncton, à l'École de kinésiologie et de loisirs, au Centre de recherche en kinésiologie, loisirs et vie saine,
l'Institut des études acadiennes, la Bibliothèque Champlain, l'ACFAS Acadie et la chaire Sangha en francophonie comparée. Je tiens également à remercier les panélistes pour avoir accepté de partager leurs expertises. Sur ce, je vous souhaite des discussions enrichissantes et inspirantes. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur adjoint. J'appelle maintenant Johan Schitterer, consul général de France dans les provinces atlantiques, à nous dire quelques mots. Monsieur le vice-président, monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur, madame la conseillère, et je suis ravi de vous retrouver dans ce superbe institut des recherches acadiennes de l'Université de Moncton qui a été inauguré très récemment pour cette 3e Nuit des idées au Nouveau-Brunswick. Nous avions par le passé organisé une Nuit des idées unique en Atlantique à Halifax, et désormais depuis 3 ans, et grâce au partenariat que vous mentionnez, monsieur le vice-recteur, nous sommes allés jusqu'à Moncton et j'en suis ravi. C'est un événement clé de notre coopération culturelle, la Nuit des idées, aux côtés d'événements que vous connaissez comme la fête de la francophonie, que nous célébrons chaque année avec nos partenaires, la fête de la musique aussi, Novembre numérique au Canada Atlantique et partout dans le monde, des initiatives que vous connaissez. Et la Nuit des idées a été inventée très récemment, c'est 2016 que l'Institut français a souhaité remettre le débat, le dialogue entre les communautés, entre la jeunesse aussi et les aînés, des spécialistes, des intellectuels, au cœur de notre coopération culturelle. Alors, avec cet événement, notre ambition est claire, c'est de faire en sorte que ce débat d'idées que l'on perd peut-être avec le temps lorsqu'on sort de l'univers universitaire ou scolaire revienne au cœur des préoccupations de la jeunesse. Et chaque année, la Nuit des idées adopte une thématique, justement, que l'on peut décliner sous différentes formes et sous-thèmes. On l'a vu aujourd'hui avec toutes les activités qui ont été organisées par nos partenaires que vous mentionnez, monsieur le vice-recteur. Ça peut être une activité sportive, ça peut être une représentation cinématographique, théâtrale, ou un échange comme ce soir avec un panel. Alors, nous avons choisi Paris, nos collègues de l'Institut français ont choisi le thème générique plus, point d'interrogation, et il a été décliné au Canada Atlantique avec une thématique qui nous paraît extrêmement intéressante, au-delà de la performance, inclusion et mieux-être dans le sport. Alors, vous ne serez pas surpris, évidemment, que nous ayons choisi des intervenants que je vais vous mentionner tout de suite, qui sont bien entendu des experts de ce domaine. Martine Leblanc, directrice des sports universitaires de l'Université de Moncton. Monsieur Roger Leblanc, professeur à l'école de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton. Éric Monin, qui a traversé l'Atlantique, et je le remercie chaleureusement, qui est vice-président de l'Université de Franche-Comté à l'Olympisme, mais également représentant, ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024, et qui va se rendre demain à Halifax en notre compagnie pour une seconde Nuit des idées en Nouvelle-Écosse. Jolene Richard, entraîneuse de l'équipe de volley-ball féminin des Aigles Bleus, ici à Moncton. Et enfin Simon Richard, athlète paralympique en goalball et hockey sonore, que je vais découvrir vraiment. C'est une nouveauté pour moi. Alors pourquoi ce choix de thématique aussi ? Parce que le sport est bien entendu au cœur de notre vie sociale, plus particulièrement de celle de nos jeunesses françaises, canadiennes, et que cette Nuit des idées est pour elle une invitation à s'exprimer, à réfléchir avec vous ce soir, en compagnie d'intervenants plus expérimentés, sur les grandes questions de notre temps, la performance par exemple versus le bien-être et la santé, le genre et l'orientation sexuelle au sport, le handicap, l'inclusion sociale, sociétale et identitaire via le sport. Donc la frontière aussi entre athlètes et amateurs, voilà des sujets que l'on pourra traiter ce soir avec nos différents intervenants. Pourquoi aussi ce choix ? Parce que la France et le Canada sont deux grandes nations sportives et olympiques, comme vous le savez. Elles partagent des réflexions sociétales que notre pays prépare aussi la France de grandes échéances sportives. Et je tenais à vous en parler ce soir. Nous aurons par exemple, bien sûr, la Coupe du monde de rugby à l'automne 2023, le 8 septembre. Nous aurons également les Jeux olympiques, bien sûr, en 2024, du 26 juillet au 11 août. Et nous invitons nos partenaires et amis canadiens à se rendre en France à cette occasion, et les Jeux paralympiques de Paris 2024, du 28 août au 8 septembre 2024. Le choix du thème de ce soir est aussi un moyen de vous familiariser avec une chose, un objet qui paraît parfois étrange, mais qui est une réalité. Vous en êtes témoin, monsieur le vice-président, c'est la diplomatie sportive. La France s'est dotée d'une véritable diplomatie sportive, car elle considère qu'il fallait
en la matière se doter d'une stratégie. Monsieur Éric Monin fait partie d'ailleurs de l'équipe de notre ambassadeur pour les sports et vous y contribuez à la fois dans la réflexion mais aussi pour sa mise en œuvre. Cette diplomatie sportive vise, entre autres choses, et je vais être très rapide, à faire connaître les positions françaises que nous partageons avec le Canada sur les grandes questions liées au sport, telles que par exemple la gouvernance sportive, l'éthique, la lutte contre le dopage et les matchs truqués, la lutte contre les discriminations dans le sport. Voilà, mesdames et messieurs et chers amis, je ne vais pas être plus long, mais la Nuit des idées n'a du succès que si l'on parvient à faire en sorte que nos partenaires se l'approprient. Et je crois que c'est un véritable succès en la matière ici à Moncton. Vous avez mentionné ces partenaires, monsieur le vice-recteur, je vais les rappeler. L'Alliance française de Moncton, l'université bien sûr, l'école de kinésiologie et de loisirs, le centre de recherche en kinésiologie, loisirs et vie saine, l'Institut des études acadiennes où nous nous trouvons, la bibliothèque Champlain, où il y a une très très belle exposition tout à l'heure, l'ACFAS Acadie, la chaire Sangor, dont le président est là ce soir, de la francophonie, et l'école dans Encore. Alors, nous avons aussi l'ambassade de France qui organise cette fête, cette nuit des idées sur l'ensemble du territoire canadien. L'ambassade qui travaille la main dans la main avec le consulat général de France. Et je rends hommage à notre conseillère culturelle Charlotte Montel qui est tombée en amour, comme on dit en Acadie, de votre belle province, qui est venue à 4 reprises et qui est aux commandes de l'organisation de ce grand événement. Remerciements aussi au public parce que une fête des idées, la nuit des idées réussie, c'est un public qui accepte de venir à des échanges dont ils n'ont pas forcément l'habitude. C'est dans vos villes, dans vos régions et dans vos communautés respectives que vous pourrez peut-être en 2024, si vous le souhaitez, alors c'est un appel que je lance aujourd'hui, organiser une nuit des idées si vous le souhaitez. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu un SMS sur mon téléphone me proposant d'organiser une nuit des idées à l'île du Prince-Édouard. Alors j'ai expliqué que les délais étaient un peu serrés d'ici à ce soir ou demain, mais en tout cas, bien sûr, la nuit des idées, pourquoi pas à Charlottetown ou ailleurs, dans le comté de Summerside en 2024. Et notre attachée culturelle, que je remercie chaleureusement pour la qualité de son travail, Mélène Ricard-Beaulieu, et votre point contact si vous souhaitez organiser une nuit des idées. Je sais que Shippagan, le campus de Shippagan, souhaite à l'avenir aussi, et je crois que monsieur le recteur y est ce soir, organiser l'année prochaine une nuit des idées avec quelques philosophes locaux. Pourquoi pas, c'est une très très bonne idée. Monsieur le directeur acquiesce et je le remercie pour son soutien. Donc la nuit des idées est quelque chose qui est malléable, vous devez vous l'approprier et nous serons ravis de soutenir toutes les initiatives du Canada Atlantique. Très belle nuit des idées, je vous remercie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Nuit des idées, à ce panel qui a comme thématique ce soir, au-delà de la performance, le mieux-être et l'inclusion dans le sport. On aura la chance d'avoir des bonnes discussions ce soir. On le sait, le sport a toujours fait partie de notre vie, a toujours été important et le sport a toujours été plus que le sport également, mais plus que jamais, on en parle de cette polyvalence, si on veut, du sport. Et aujourd'hui, à mes côtés, j'ai une belle brochette de panélistes avec lesquels on va avoir la chance de discuter de ces différents sujets qui nous viennent à peu près de partout. Ces panélistes, certains d'ici, d'autres ont fait beaucoup de voyages, tellement que je suis certain qu'ils ont dû payer des frais de bagages pour amener tous les notes qu'ils ont avec eux présentement, mais on aura la chance de discuter avec eux. Je vous les présente. On commence de l'autre côté. On est si loin, mais je vous présente Martine Leblanc, qui est la directrice des sports universitaires de l'Université de Moncton. Juste à côté, Rog, je suis désolé, on l'appelle affectueusement Rog Leblanc, professeur à l'école de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton. À ses côtés, Jolene Richard, qui est entraîneuse de l'équipe de volleyball féminin des Aigles Bleus. À ses côtés, Simon Richard, athlète paralympique en goalball et en hockey sonore. Et finalement, il nous vient d'outre-mer, c'est Éric Monin, qui est vice-président de l'Université Franche-Comté à l'Olympisme et représentant des Olympiques de Paris de 2024. Alors, je crois qu'on peut les accueillir un peu chaleureusement pour débuter cette soirée. Pour débuter, on va tout simplement briser la glace avec une question pour chacun de vous. Je vous invite les autres à bien écouter, peut-être à prendre des notes mentales, parce qu'après que chacun aura la chance de prendre la parole, s'il y a quelque chose qui vous a accroché, autant vous cinq que les gens dans le public, on va vous inviter à renchérir et peut-être poser les questions à ces personnes-là par la suite. Et on va commencer de l'autre côté, Martine. Martine, bonsoir. Bonsoir. Martine, directrice des sports à l'Université de Moncton. Et également, j'ai appris tout juste avant, j'étais athlète également des Aigles Bleus au hockey féminin. Beaucoup
Beaucoup d'expérience dans le domaine du sport au courant des dernières années. Et pour débuter cette discussion-là, j'aimerais savoir la définition du sport. Du moment où tu as été athlète jusqu'à ce moment ici, où tu es présentement directrice, a évolué. De quelle manière la définition du sport et de ce que les athlètes recherchent du sport a changé au courant des 20 dernières années? C'est une grande question, mais je vais essayer de répondre le mieux possible. C'est sûr, moi, comme en tant qu'athlète, dans mon parcours, quand j'étais au niveau, que ce soit secondaire ou à l'université, dans les années 90, début 2000, je suis chanceuse que dans le poste que j'ai eu présentement, puis les dernières 20 années, j'ai pu vraiment voir l'évolution des athlètes puis des sports parce que j'étais dans le milieu, j'ai toujours continué. Fait que c'est sûr, lorsque j'étais athlète, on parle de niveau d'encadrement, on parle de... C'était vraiment juste axé sur la performance, la technique, les pratiques. On ne parlait pas vraiment au niveau de l'encadrement, le mieux-être, tout ça qui est au niveau d'un environnement de haute performance. Ça fait que tu jouais ton sport, tu le pratiquais, tu apprenais des défaites, l'adversité, tout ça. Mais c'était tout. Ça, c'était vraiment pas plus que ça. Mais avec l'évolution du sport, surtout avec que j'ai travaillé dans le milieu du sport presque toute ma carrière dans les dernières 20 dernières années, c'est ça que j'ai vu. C'est pas nécessairement développer l'athlète, mais c'est développer la personne. Puis, en tant que gestionnaire, puis l'évolution de gérer les sports, ça a vraiment évolué. Puis, c'est non seulement de gérer le sport comme tel, au niveau des entraîneurs et des athlètes, mais comme j'ai dit, c'est encadrer les athlètes, faire sûr que l'expérience est positive, puis comment est-ce qu'on peut les aider à développer en tant qu'individu aussi. Puis je pense que c'est là le changement que j'ai vraiment vu comparé à lorsque soit j'étais athlète ou au début de ma carrière, en tant que gestionnaire aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un point tournant où c'est arrivé graduellement, cette redéfinition-là, si on veut? Ben, c'est sûr que les choses changent graduellement, c'est sûr. Ça change pas juste du jour au lendemain, mais je pense que dans les dernières années, avec peut-être des changements dans la société, des événements, avec plus de visibilité au niveau des médias sociaux, tout ça, c'est plus facile d'avoir accès à l'information ou créer des mouvements. Ça fait que je pense que les choses ont évolué un petit peu plus vite dans les dernières années. Puis surtout au niveau, en tant que gestionnaire dans les sports, comme je pense qu'on était plus au courant de ce qui se passe, puis on voulait plus s'assurer qu'il y ait des changements plus vite que peut-être auparavant que 15-20 ans passés, que les choses avançaient plus lentement. Ouais. On le remarque, la société change rapidement et qui de mieux pour nous discuter un peu de la société, de quelqu'un qui se spécialise dans la sociologie du sport. Raj, bonsoir. Bonsoir. Ma question, Raj, pour débuter cette discussion, au courant des dernières années, la discussion de l'inclusion évolue continuellement. On tente d'inclure différents groupes marginalisés à travers les années, à travers le sport, et j'aimerais savoir, à travers ta carrière professionnelle, est-ce que la définition de l'inclusion a évolué? Est-ce que les combats ont changé? Si oui, de quelle manière? À quel prix? À quel prix? Premièrement, avant que j'aille plus loin, je veux que vous sachiez que j'adore le sport. Je suis un consommateur des Jeux olympiques. On m'a invité ici parce que j'ai l'esprit critique envers le mouvement sportif, comment l'améliorer pour tous. C'est mon prémisse de départ. Mais je me souviens très bien avoir lu en 1985, quand j'étais à Poitiers, le livre de Jean-Marie Brome, Le Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Anneaux, le mythe olympique. On dit que l'olympisme, c'est l'esprit sportif, c'est l'inclusion, c'est l'excellence. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Est-ce qu'on a vraiment créé l'excellence? Est-ce qu'on a vraiment créé des amitiés? Lorsqu'on pense à tous les Jeux olympiques dans le passé, qu'on a créé la violence. Lorsqu'on pense à nos athlètes juifs,
à Berlin. Lorsqu'on pense à tous nos athlètes LGBTQIA qui ont été interdits de jouer, qui sont encore interdits de jouer dans plusieurs États aux États-Unis. L'inclusion des Noirs, l'inclusion des femmes, l'équité, est toujours une bataille continue. Et plus on fait de progrès, semblerait, plus on recule. Puis qu'est-ce qu'on fait avec nos athlètes? Je vous lance des pistes de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait avec nos athlètes de haut niveau, élites, professionnels, olympiennes, olympiens, une fois qu'on a fini de les exploiter? Qu'est-ce qu'on en fait? S'ils ne sont pas devenus des athlètes professionnels, parce que c'est un mythe que tous les athlètes olympiques sont des millionnaires. C'est un mythe. Il y a un centre à Colorado Springs qui traite la dépression des athlètes élites de haut niveau suite à leur carrière professionnelle. C'est incroyable de penser que le niveau de tentative de suicide des athlètes élites professionnels post-carrière est aussi élevé que nos vétérans en termes de pourcentage. Alors, lorsqu'on parle d'inclusion, on parle d'inclusion quand? Quand ils sont beaux, forts et brillants ou pendant toute leur vie? Et je vous rappelle que si jamais il y a quelque chose que les panélistes mentionnent qui vous accroche, vous allez avoir la chance, le public, de poser la question après que les 5 auront eu la chance de prendre la parole. Merci beaucoup, Raj. On passe maintenant à la prochaine panéliste, Jolene Richard. Bonsoir. Allô? J'aimerais poser une question concernant la performance. Tu as été athlète avec les Aigles Bleus, tu as été capitaine avec les Aigles Bleus et maintenant tu te retrouves en tant qu'entraîneuse de l'équipe. Alors, tu as toujours eu un rôle de leadership un peu. Et à travers les yeux d'un leader, parfois on remarque certaines choses. J'aimerais savoir, à travers ces années-là, autant qu'athlète qu'entraîneuse, est-ce que tu as remarqué une certaine recette, si on veut, idéale pour atteindre la meilleure performance? C'est quoi les éléments clés qu'on a besoin dans un environnement sportif pour retirer le meilleur des athlètes? Excellente question. Moi, en tant qu'athlète, dès un jeune âge, je me suis identifiée comme une athlète. C'était important pour moi de bien performer, de donner le meilleur de moi-même. Puis, je voulais toujours être capable de performer à mon meilleur. Donc, pour être capable de faire ça dans une équipe de sport, ça prend tout le monde, ça prend la camaraderie de tout le monde. Pour que moi, je puisse atteindre mon plus haut niveau, il faut que mon équipe aussi performe. So, dès un jeune âge, pour moi, c'était vraiment important d'essayer de rassembler les équipes que j'étais avec pour être capable qu'on soit capable d'atteindre les objectifs qu'on se place. Donc, que ça soit aux Jeux d'Acadie, gagner les Jeux d'Acadie, dont je suis très fière d'avoir participé. Pour moi, à un jeune âge, c'était tellement important de se mettre des objectifs puis de foncer vers ces objectifs-là en commun. Donc, j'ai remporté les Jeux d'Acadie, par exemple. C'était comme, on dirait, une big deal. Puis j'en suis encore aujourd'hui. C'est une de mes plus grandes fiertés. Donc, c'est des beaux moments qu'on est capable de vivre en équipe. Donc, pour moi, c'est lorsque les objectifs sont clairs, que ce soit à un jeune âge ou à un plus haut niveau. Je pense que ça vient vraiment aider l'équipe lorsqu'on travaille tous dans un même objectif. Donc, moi, c'est ça, dès un jeune âge, je me suis identifiée comme athlète. J'avais comme objectif de jouer à l'université. Donc là, lorsque je me suis rendue là, j'avais comme objectif de leader cette équipe-là aussi. Lorsque j'ai été nommée capitaine, c'était une des plus grandes fiertés que j'ai ressenties de toute ma vie. C'était un honneur pour moi de représenter cette équipe-là, de représenter l'Acadie. Puis lorsque j'ai terminé, je me sentais, ça faisait partie de mon identité, ça faisait partie de ma vie, de comment je me représentais, de comment je me présentais aux autres. Puis lorsque j'ai terminé ma carrière en tant qu'athlète, j'ai ressenti le plus grand des vides. Pour moi, c'était toute mon identité qui s'était comme écroulée,
ce que je suis maintenant, que, tu sais, je suis plus athlète, je suis plus, tu sais, après le niveau universitaire, pour moi, c'était fini, là, tu sais. Jouer au volleyball, ensuite, c'était juste récréatif, c'était pour le fun. J'essayais de jouer dans des ligues récréatives, mais il n'y avait plus d'objectifs comme en commun, on jouait plus vers, c'était juste comme pour le fun, il n'y avait plus vraiment d'encadrement, il y avait plus personne qui me poussait aux entraînements ou qui, tu sais, c'était vraiment juste moi tout seul avec mes propres objectifs, puis je sentais vraiment un vide. Donc pour moi, je sens que là, il y a vraiment quelque chose à aller, cette transition-là après athlète, comme Raj en a parlé, c'est vraiment un gros vide qu'un athlète peut vivre. Moi, je l'ai vu personnellement, puis c'est là que je me suis dirigée vers le coaching, puis que j'ai suivi mes formations pour devenir entraîneur, puis que je me suis impliquée. Puis pour moi, ça a venu combler un grand vide suite à la fin de ma carrière athlétique, en tant qu'athlète. Et maintenant, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu essayes de donner les outils à tes joueuses pour justement ne pas avoir le même vide que toi tu as ressenti lorsque leur carrière va être terminée? Oui. Et de quelle manière essaies-tu de faire ça? Absolument. Tout de suite, j'en suis à ma 2e saison. Donc, l'an passé, j'avais juste une fille une athlète qui graduait. Donc, c'était important pour moi de juste m'asseoir avec elle pour pouvoir établir un plan ou juste discuter comme de qu'est-ce que ça peut ressembler après, puisque c'est vraiment un grand vide. Donc, j'y travaille encore. J'ai déjà commencé à parler avec mes athlètes tout de suite qui graduent cette année pour discuter de l'après. Et parlant d'athlètes, eh bien, on en a un autre qui est avec nous à ce panel. C'est Simon Richard, qui est un athlète paralympique au goalball et au hockey sonore. Simon, bonsoir. Bonsoir. Alors, Simon, ton milieu sportif, si on le veut d'une manière, est un peu inclusif de nature. Toutefois, inclusif et accessible, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. De tes débuts en tant qu'athlète jusqu'à maintenant, est-ce que le milieu sportif dans lequel tu évolues est plus accessible pour les gens qui veulent y avoir accès? Est-ce qu'il y a eu une progression ou c'est encore difficile pour certains groupes de retrouver la gratification à travers le sport? Je dirais c'est un petit peu les deux. Puis de là, le milieu sportif quand on pense au sport, on pense jamais à ceux qui ont des handicaps. On pense jamais aux groupes qui sont marginalisés. Les gens qui ont des handicaps ils ont des obstacles dans la vie de tous les jours que d'autres personnes qui n'ont pas de handicap ne font pas face. Puis ça, c'est à l'extérieur des sports. C'est même pas proche des sports. Ça peut être juste les petites tâches de la vie. Ça peut être se trouver un emploi, avoir du financement pour essayer d'avoir l'équipement qu'ils ont vraiment besoin pour faire du sport, pour être actif, pour vivre une vie non seulement balancée, mais aussi saine et pleine d'avoir un bon mieux-être avec ça aussi, être bien dans sa peau. À travers ma carrière, je suis légalement aveugle depuis la naissance. Donc, de ce côté-là, j'ai jamais eu de deuil acquérir un handicap. Donc, j'ai toujours vécu avec mon handicap. C'est quelque chose que pour moi, c'est normal, si tu veux. J'ai toujours vécu avec ça. Il y a deux manières que tu peux avoir un handicap. Tu peux avoir un handicap par naissance, puis de là, tu n'as pas de deuil à faire. Ce n'est pas un autre obstacle que tu as besoin de poursuivre à travers. Mais il y a l'autre côté de la médaille que si tu as un handicap, mettons, tu peux l'acquérir. Donc ça, c'est vraiment un deuil. Ça chamboule vraiment toute ta vie. Ça change ta vie vraiment tous les jours et du côté des sports. Donc, pour moi, vraiment, c'était vraiment d'essayer de... avec mon handicap, oui, je suis né avec, j'ai pas eu ce deuil-là. Par contre, j'ai toujours eu une passion pour les sports. Je voulais toujours faire partie des sports. J'ai commencé à jouer au hockey, au soccer, comme n'importe quel autre jeune, malgré ma déficience visuelle. J'ai seulement à peu près 3% de vision. J'ai joué au hockey compétitif, comme n'importe quel autre jeune au hockey traditionnel. J'ai joué au soccer AAA.
à travers ma naissance ou à travers ma jeunesse, je veux dire. Puis là, de là, à l'âge de 9 ans, j'ai découvert le sport du go-ball. Je suis vraiment rentré dans les parasports à l'âge de 9 ans. Puis de là, tu sais, c'était la première fois pour moi que je me sentais vraiment que ce sport ici était fait pour moi. Tu sais, j'étais pas le seul avec un handicap. Mettons, je faisais partie de ce groupe-là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, j'ai remarqué vraiment à travers ma vie, à travers ces années-là, j'ai fait partie du sport, que les parasports, les sports où est-ce que tu as vraiment cette inclusion-là, non seulement avec le groupe qui ont des handicaps, mais c'est aussi les parasports, ça peut être joué aussi par des gens qui n'ont aucun handicap. Donc, c'est une très grande inclusion de ce côté-là. Le go-ball au Canada, tu es capable de jouer, même si tu n'as aucun handicap visuel, juste au niveau canadien. Tu peux aller au championnat canadien, tu peux compétitionner avec tout le monde là. Puis ça, du côté récréatif comme du côté compétitif, si tu veux. De là, vraiment, moi, j'ai trouvé non seulement c'était un groupe qui était très, très inclusif à cause de ça, mais c'est aussi un groupe que tu peux non seulement être inclusif dans le sport, mais tu peux vraiment relier avec chacun des joueurs, chacun des athlètes qui est dans ces sports-là, en dehors de la vie, en dehors des sports. Tu sais. Il y a des joueurs qui passent à travers ce deuil-là, comme j'ai mentionné, qui passent à travers un deuil oui, ils viennent juste d'acquérir un handicap, où ils sont en train de passer à travers. Tu sais, c'est des conditions qui sont peut-être dégénératives, jusqu'au point où ils sont en train de perdre leur vision, puis là, ils savent là, qu'ils vont venir complètement non-voyants. Donc ça, c'est vraiment un très grand deuil, puis tu le sais, ça s'en vient. Tu n'as pas vraiment de manière à te préparer, ça peut arriver du jour au lendemain ou ça peut arriver aux 30, 40 ans. Tu sais. Donc c'est une communauté. C'est pas non seulement du sport pour que le monde puisse être actif, être en santé, puis avoir une bonne qualité de vie, puis du mieux-être dans leur vie, mais c'est aussi une communauté qu'on peut tous se relier d'un bord à l'autre, puis on peut s'aider, tu sais, de ce côté-là dans la vie de tous les jours, dans les sports. Puis là, l'accessibilité, ben, ça c'est une autre discussion aussi. Les parasports, oui, c'est un monde très inclusif de ce côté-là. Par contre, il y a d'autres mauvaises choses à propos du sport, puis ça, je suis certain qu'on va en parler aussi. L'équipement, très dispendieux. Tu sais, mettons, tu es en chaise roulante, tu es paralysé, tu as besoin d'une chaise pour jouer au basketball en fauteuil roulant, ça coûte des 1000$, là. C'est pas cheap. C'est pas quelque chose qui est très accessible de ce côté-là. C'est des compagnies qui, tu sais, ils montent vraiment les prix pour ces équipements-là qui ont besoin, pour les athlètes qui ont besoin de jouer. Puis de là, ben, ça forme des barrières. Tu sais. Donc, c'est un peu du côté à Raj, comme oui, le sport est inclusif dans certains côtés, mais il y a d'autres côtés que c'est comme à quel prix. Puis c'est un peu ça qu'on va toucher aujourd'hui, je pense. Et avant de découvrir ce monde du sport paralympique, tu jouais au hockey, tu jouais au soccer, tu l'as mentionné. Est-ce que l'handicap a été un peu un obstacle dans ces années-là par rapport à, si on veut, ton inclusion à l'intérieur de ce groupe-là? Et est-ce que, par la suite, lorsque tu as fait cette découverte-là, ça comblait un peu ce vide qui existait, s'il existait? Il va toujours avoir des personnes qui vont avoir de la discrimination pour certains groupes qui sont marginalisés. J'ai passé à travers des choses, certains des coachs qui ne m'ont pas sélectionné pour des équipes, à cause, pas à cause que j'avais pas le talent, mais à cause de mon handicap. Puisqu'ils ne voulaient pas, dealer avec tout ça qui venait avec. Tu sais, mettons, soccer, il y a un règlement au Canada que tu n'as pas le droit de jouer avec des lunettes de soleil dehors. Moi, ma condition,
j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de porter des lunettes de soleil parce que je suis très sensible à la lumière. Donc, de là, il fallait qu'on parle aux arbitres à chaque partie, presque, pour, regarde, ce joueur ici, c'est pas à cause qu'il veut pas jouer sans ses lunettes de soleil, il a vraiment besoin de ses lunettes de soleil pour être capable de jouer. Puis là, les arbitres, il y avait un argument, c'est question de sécurité, on veut pas que les lunettes cassent, puis ça vient dans ses yeux, puis ça, les lunettes étaient faites d'un plastique, c'était des lunettes qui étaient quand même faites spéciales pour pas briser, c'était des lunettes de sport. Donc, de ce côté-là, il y a des coachs qui ne voulaient pas jouer, il y a des arbitres qui ne voulaient pas que je joue pour certaines parties. Ça fait partie de la discrimination, ça fait partie de ça. Oui, il y a des moments que ça arrivait dans les sports vraiment pour des gens qui ont un handicap, je te dirais. Par contre, dans les sports, les parasports, il y a des politiques dans tout aussi. Donc, il y a d'autres choses aussi qui arrivent dans les parasports qui seraient politiques aussi, si tu veux. Mettons que c'est classification, que ça peut être d'autres choses aussi qui viennent dans le sport. Donc, je dirais il y a toujours les deux côtés d'une médaille, si tu veux, de ce côté-là. On aura certainement la chance d'en reparler et finalement, il a écouté et c'est à son tour de parler finalement. Éric, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour débuter, j'aimerais premièrement te donner la chance de présenter l'olympisme aux gens présents. Ce n'est pas nécessairement un terme avec qui tout le monde est familier. J'aimerais savoir ta définition de l'olympisme avant d'aller de l'avant avec mon autre question. D'accord, très bien. Alors, en fait, merci. Déjà, tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Et ça va, le jet lag est passé, parce que je suis arrivé cette nuit, en fait, de France. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai pris plusieurs cafés et ça va. Tout va bien. Tout va bien. Là, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que Pierre de Coubertin, lorsqu'il va rénover les Jeux Olympiques en 1894, il va créer le CIO, rénover les Jeux Olympiques. Mais en fait, ces Jeux Olympiques, je regarde Roger, ces Jeux Olympiques ne sont pas du tout l'aboutissement de Pierre de Coubertin. C'est un outil. C'est un outil, ces Jeux Olympiques, et ils doivent servir une cause qu'on appelle l'olympisme. Alors, qu'est-ce que l'olympisme? L'olympisme, c'est tout simplement un moyen, en quelque sorte, d'aller vers le fameux adage de Juvénal, vous savez, ce poète satirique du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous dit quoi? Anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, asix. Il nous dit ça, Pierre de Coubertin, il nous dit, eh bien, je vais créer quelque chose qui s'appelle un néologisme qui s'appelle l'olympisme. L'olympisme est né avec Pierre de Coubertin et c'est tout simplement ce que les sociologues appelleraient un objet valise, un objet frontière. Cet objet valise, objet frontière, va réunir des acteurs totalement disparates les uns des autres vers un objet commun qui s'appelle l'olympisme. Et donc cet objet commun, eh bien, tout simplement, va tenter d'aller vers quelque chose, oui, je suis d'accord, quelque chose peut-être d'utopique, peut-être d'angélique, mais en quelque sorte d'aller vers une société meilleure. Même si effectivement, il y a plein de choses à redire, mais en quelque sorte, plus on va vers quelque chose un peu d'angélique, d'utopique, mais d'aller vers le bien, je crois que c'est quand même positif d'aller vers le bien. Ça, c'est une volonté. Donc l'olympisme est un objet qui va permettre tout simplement de réunir des acteurs totalement différents les uns des autres vers tout simplement cette société meilleure. C'est ça l'olympisme. Voilà. Mais en aucun cas, l'olympisme, je me permets, parce que j'ai la chance de parler, tu l'as dit, et en fait, comme je parle beaucoup, et donc en fait, l'olympisme, il faut vraiment le dissocier des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est un outil. C'est un outil qui réunit très peu d'athlètes. En fait, 10 500 à Paris, un peu plus de 11 000 à Tokyo. C'est 10 500 athlètes. C'est quelque chose d'assez, réduit. Les Jeux olympiques d'hiver, c'est moins de 3 000. À Beijing, c'était 2 800 et des poussières d'athlètes. Donc, en fait, ça concerne très peu de personnes, les Jeux olympiques. C'est un outil, c'est une vitrine pour promouvoir l'olympisme. Et présentement, toujours en restant dans les thématiques de l'inclusion et du mieux-être, cette vision utopiste, si on veut, de l'olympisme, c'est quoi les bâtons dans les roues qui s'y prêtent présentement, qui fait en sorte qu'on n'a pas réussi à l'atteindre encore? Je ne pense pas qu'il faut le présenter comme ça, parce qu'en plus, ça ne m'arrange pas.
Si vous aviez à le présenter, comment vous le présenteriez? Je dirais que c'est un formidable vecteur éducationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble, moi je travaille beaucoup sur un concept qui s'appelle le concept d'éducation olympique. On a le concept d'olympisme que je viens de tenter de vous définir, là, il y a le concept d'éducation olympique. Là, on a un chercheur qui malheureusement vient de mourir, hein, qui s'appelle Norbert Müller, qui était vraiment la personne référente dans le concept d'éducation olympique. Comment promouvoir l'éducation chez les jeunes? Et en fait, on s'aperçoit que plus on colle aux représentations de l'individu, des jeunes, plus ça va être facile tout simplement de promouvoir cette éducation. Et on sait que globalement, il y a 3 événements dans le monde qui sont très, très médiatisés. On a la Coupe du monde de foot, Qatar, on a le Tour de France et on a les Jeux olympiques. Alors vous savez, pour la petite histoire, on ne doit pas dire que la France organise les Jeux olympiques, surtout pas, la France organise la 33e Olympiade. Donc c'est de la sémantique, mais néanmoins, hein, voilà. Donc en fait, ces 3 événements vont être très porteurs chez les jeunes. Et il me semble, c'est ce que nous dit Norbert Müller, ce chercheur, hein, ce professeur allemand, il nous dit que plus on colle à ces grands événements qui sont très, comment dire, ancrés dans la représentation des jeunes, eh bien, tout simplement, on peut peut-être modifier leur représentation et aider à l'apprentissage. Par exemple, on va apprendre les mathématiques, on va apprendre, par exemple, les céramiques antiques. Mon garçon, par exemple, est en première année d'histoire à la fac à Besançon, et à la Besançon, il a des cours d'archéologie. Souvent, il me dit, papa, c'est pas très, très fun, hein, l'archéologie, les céramiques, les bouts de trucs qu'il trouve par terre, là. Hein. Mais en fait, eh bien, mon garçon, eh bien, il apprend ça. Et pour le coup, ça le passionne maintenant, hein, vous savez, avec eh bien, les Jeux Olympiques. Parce qu'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Il y avait en fait de la céramique, on va communiquer là-dessus. Et donc, en fait, ça va être un outil pour essayer de comprendre. Donc, en fait, les Jeux Olympiques vont être un moyen, l'olympisme, de pouvoir promouvoir une éducation et tout simplement d'aider à comprendre les choses. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que souvent la représentation qu'en ont les élèves, les jeunes, eh bien parfois elle diffère un petit peu de la pratique. Et moi je me suis amusé justement à essayer de comprendre ces représentations. Est-ce qu'elles ont un lien ou pas avec la pratique? En fait c'est souvent abyssal là au milieu. Donc en fait on va essayer de réduire en quelque sorte eh bien, cet abysse entre les représentations et les pratiques. Et je pense que l'olympisme peut aider parce qu'il parle au plus grand nombre. Mais, il y a un mais. C'est qu'en fait, certains, eh bien, effectivement, vont tout simplement eh bien, montrer peut-être les limites de tout ça. Incontestablement, il y a des limites. Il y a des limites à ça parce que ce monde utopiste est bien réel. Est bien réel. Mais on doit coller aux représentations pour tenter de changer les pratiques. Voilà. Et maintenant qu'on a eu la chance d'entendre tout le monde, on a tous eu la chance de se présenter, on se connaît un peu tous, j'aimerais demander aux panélistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mentionné par un autre panéliste que vous aimeriez peut-être questionner ou poursuivre dans la discussion? Je vous laisse vous manifester si tel est le cas. Oh yes. Puis-je? Absolument. Si on veut créer une société basée sur les valeurs de l'olympisme, est-ce qu'on va écouter les têtes blanches ou est-ce qu'on va écouter la prochaine génération des Gen Z? Parce que moi, j'ai beaucoup plus confiance dans la prochaine génération des Gen Z que j'en ai dans les têtes blanches qui nous ont emmenés jusqu'ici. Lorsqu'on parle de la crise planétaire qui existe en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'olympisme. Ça a à faire avec une compétence individuelle et collective de sauver notre planète à tout prix, de vivre une simplicité volontaire, réduire notre consommation et j'en passe. Alors, je pense que c'est vraiment important de redéfinir l'olympisme en 2024 comparativement à 1894. C'est pas du tout le même environnement. Moi, je veux bien réagir. Hein. Moi, vraiment, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord qu'il faut absolument repenser tout cela. Et je crois, sans vouloir faire de prosélytisme, que
Aujourd'hui, le Comité international olympique a mis en place ce qu'on appelle l'agenda 2020. L'agenda 2020, et notamment l'agenda 2020 plus 5, hein, qui va donner une nouvelle feuille de route, justement, de ce monde nouveau, hein, de cet héritage, de ce fameux héritage, ce legacy, hein, qu'on doit transmettre aux générations à venir. Mais vous avez raison, en fait, il faut repenser ça, ce nouveau modèle, cette nouvelle feuille de route. Et pareil, Paris 2024, par exemple, a fait quelque chose d'assez innovant, je crois. Alors, on peut être en désaccord avec tout, on peut être en désaccord avec tout. Et je crois qu'en fait, c'est top d'avoir peut-être des critiques, parce que ça montre qu'on est en démocratie, on n'est pas en dictature. Et ça c'est agréable quand même, hein, parce que sinon ça s'appelle Poutine, ça s'appelle la guerre, ça s'appelle la pensée unique. Et donc en fait, je crois que toute démocratie, eh bien, on doit entendre la critique, et je crois que c'est positif et ça fait avancer, terriblement avancer. Je crois que de Paris 2024, eh bien, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, et notamment à travers l'agenda MAMA, la nouvelle feuille de route du CIO, c'est qu'il faut arrêter avec ce système de créer, de consommer à outrance, et tout simplement, eh bien, de laisser un héritage très négatif. Et effectivement, il faut aller, à mon sens, vers du sport positif, un environnement positif, qui est notamment, eh bien, peut-être de consommer déjà ce que l'on a. Et dans le cas de Paris 2024, hein, vous le savez sans doute, hein, c'est que l'empreinte carbone, eh bien, est due principalement à la construction notamment de gymnases, de locaux, etc. etc. C'est pas du tout les avions, c'est pas du tout les athlètes qui vont venir, c'est principalement la construction de bâtiments. Et on s'aperçoit que globalement, la première Olympiade qui va être touchée par cet agenda 2020, c'est Paris 2024. Paris 2024 va être un véritable laboratoire d'analyse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Comité international olympique, hein, je ne parle pas à son nom, hein, simplement je parle en termes de choses qui se passent en ce moment actuellement. Eh bien, il a créé un laboratoire d'analyse, un laboratoire exploratoire qui s'appelle les Jeux olympiques de la jeunesse. On va explorer de nouvelles pistes, notamment pour correspondre à une volonté de la jeunesse. Et Paris 2024, eh bien, on aura une construction, celle de la piscine. La piscine, parce qu'on se rend compte qu'en France, il y a véritablement un malaise, notamment concernant l'apprentissage de la piscine, et notamment dans un département qui s'appelle le 9-3, le 93, à Seine-Saint-Denis, où il y a le Stade de France, où là, on s'aperçoit que eh bien, les gamins ne savent pas nager. Donc, en fait, oui, je suis d'accord avec vous, c'est qu'en fait, ce modèle doit évoluer, et c'est le cas notamment de Paris 2024. Et on regarde à cette discussion d'un œil large, on regarde à la société, mais j'aimerais approfondir un peu au niveau des personnes également. Est-ce que la quête de la performance peut devenir toxique et même néfaste chez les athlètes, les personnes qui l'entourent? Et je m'adresse surtout à vous trois là, qui sont et qui ont été athlètes. Est-ce que cette quête-là de la performance peut amener la toxicité et est-ce que vous avez vécu des expériences personnelles que vous pouvez partager aujourd'hui? Moi, je peux peut-être commencer en tant qu'administrateur. C'est sûr, probablement, Jolene, puis repousse de profondeur au niveau des expériences d'athlète, mais je remarque la pression, ou que ce soit au niveau des sports ou nous autres, dans notre contexte universitaire, il y a la pression académique, la performance sportive. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de troubles d'anxiété, puis de besoin de services pour la santé mentale, qui est des choses que je suis contente que les athlètes sont plus ouverts. Puis tu l'as mentionné, Raj, il faut écouter plus nos nouvelles générations, mais ça, c'est un de nos objectifs, c'est vraiment écouter les besoins de nos athlètes au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est même, faut mieux gérer nos départements de sport. Mais c'est sûr, je le remarque en tant qu'administrateur, que le besoin est là, puis que je ne sais pas si c'est la pression de tout, mais qu'il y a de plus en plus de demandes puis d'interventions après pour les athlètes au niveau de gestion, l'anxiété, gestion de performance, l'anxiété performance, etc. Ça fait que c'est certainement, je le remarque de mon côté, c'est sûr. Jolene, Simon, est-ce que la quête de la performance peut devenir toxique? Absolument, à mon avis. Puis moi, dans mon équipe, c'est important pour moi que mes athlètes, ils se sentent à l'aise
de m'approcher avec des choses qu'ils vivent, puis que, tu sais, en tant qu'athlète universitaire dans notre domaine, il y a une performance, comme Martine l'a dit, athlétique, mais aussi académique et sociale. C'est des jeunes qui veulent suivre leurs amis, puis faire... Il y a beaucoup de pression sociale aussi. Puis dans mon équipe, c'est vraiment important qu'il y ait de l'encadrement. Je suis fière de pouvoir dire que mes athlètes sont confortables, je ressens, avec notre groupe d'entraîneurs, parce qu'on met beaucoup l'accent sur bien les encadrer psychologiquement, émotionnellement, parce qu'à la fin de la journée, moi, je veux que mon objectif ultime, c'est qu'ils vivent une expérience positive. Puis que pour atteindre nos buts tout ensemble, c'est important qu'ils se sentent appuyés dans toutes les autres sphères de leur vie. Donc, si un athlète... je sais pas, il y a quelqu'un dans la famille qui passe à travers d'un deuil ou quelque chose, ils vivent quelque chose, c'est important que l'équipe soit là pour l'appuyer. Ça se peut que ça prenne une pause, ça se peut... Donc, c'est pas juste d'aller à travers les entraînements, les pratiques à tout prix, à n'importe quel prix. C'est vraiment d'écouter les besoins de l'athlète pour être capable de bien les encadrer. Simon, quelque chose à rajouter là-dessus? C'est des bons points, Jolene, puis... Martine, par contre, il y a d'autres choses aussi qui peuvent apporter de la toxicité. Puis malheureusement, moi, j'ai passé à travers ça un petit peu. C'est non seulement les choses qui manquent dans le sport, les besoins qu'on a besoin en tant qu'athlète qui manquent, tu sais, comme peut-être, comme tu mentionnais, Jolene, t'as pas besoin d'être là à chaque pratique ou à chaque entraînement. Si tu as besoin d'une journée de repos, si tu as besoin d'une pause mentalement. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, que je te dirais très... De mon côté, en tout cas, parce que je passe à travers ça, ça m'inquiète beaucoup. À un haut niveau, si tu arrives à un haut niveau, moi, en tout cas, quand j'arrive à l'international, il y avait déjà des choses qui n'étaient pas correctes, qui étaient en train d'arriver. Politique dans le sport, des choses comme ça. Il y avait des gens qui abusaient de leur pouvoir par rapport à d'autres athlètes, par rapport à d'autres pays qui étaient peut-être pas, qui avaient peut-être pas autant les moyens de se défendre, choses comme ça. Puis de ce côté-là, tu sais, ça vient toucher les athlètes, ça vient toucher les organismes, ça vient toucher les entraîneurs, les bénévoles de ces organismes-là. Puis non seulement au niveau, tu sais, certains pays ou certaines organisations nationales, ça peut descendre même jusqu'au bas, directement, tu sais, les clubs, les programmes récréatifs puis compétitifs au niveau du club local. Ça peut descendre de l'international jusqu'au club local, puis ça peut remonter aussi. Puis moi, c'est ces choses-là qui m'inquiètent des fois. C'est des choses qui sont mal gérées. Tu sais, il y a des choses, il y a des gens, c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être du pouvoir qui veulent abuser. Puis c'est ces choses-là, des fois, qui sont très inquiétantes. Éric? Oui, je voudrais faire un petit peu un retour sur une expérience notamment me concernant. Donc, voilà, on parlait de l'olympisme, mais moi, j'ai eu la chance de représenter plusieurs fois la France, notamment en équipe nationale. J'étais en équipe de France de judo. Et donc, en fait, qu'on parle de la performance, qu'on parle du sport, aujourd'hui, moi, je suis très critique. Je suis très critique parce que je pense que, alors je vais être un peu provocateur, mais c'est un peu le but de la Nuit des idées, le sport de haut niveau est une bêtise. Le sport de haut niveau ne devrait pas exister. Alors je dis d'autant plus ça que moi j'ai porté plusieurs années le bleu, blanc, rouge sur mon kimono, je suis en équipe de France de judo, et je crois que le sport de haut niveau provoque, isole de la société, je crois. Je crois que le sport de niveau ne favorise pas la cohésion sociale. Je crois que le sport de niveau provoque tout simplement une usure précoce du corps. Moi, mon corps, vous savez qu'on a tous deux âges. On a un âge biologique, l'âge, moi j'ai 55 ans par exemple, je crois que je ne les fais pas, mais non. 55 ans et j'ai un âge biologique, j'ai un âge calendaire.
l'âge calendaire 55, l'âge biologique, je ne pense pas que j'ai 55 ans. Moi je ne peux plus bouger les genoux, j'ai mal partout, j'ai eu la clavicule ici, etc., etc. Je crois que mon corps, il a plus 65 ans que 55 ans. Je crois que c'est ça. Donc, on a une usure précoce du corps qui fait que le sport de haut niveau, à mon avis, isole. Et je voudrais vous raconter deux choses. C'est qu'en même temps que j'étais en équipe de France, en équipe nationale, hein, très fier, hein, j'étais comme vous, hein, très très fier de représenter la France. Puis vous savez, quand vous recevez la lettre, hein, monsieur, vous rentrez en équipe nationale, vous avez le droit de mettre le bleu, blanc, rouge sur votre judogi. Et donc, vous devez représenter la France, mais surtout, montrer toutes les valeurs du sportif de haut niveau, etc., etc. Et au même moment, eh bien, j'avais, et vraiment j'ai eu une chance incroyable, je menais des études de haut niveau en trompette et je jouais à l'orchestre philharmonique. Voilà. Donc en fait, je jouais Au-delà du sport, hein, c'est ça. Le sport. Non, mais je vais vous raconter quelque chose parce que franchement, ça m'a marqué. Et en fait, la journée, je faisais du judo avec Douillet. Voilà, en équipe de France à l'INSEP, l'Institut national du sport à Paris. Et le soir, je jouais Tchaïkovski, Casse-Noisette ou Berlioz. Voilà. Et là, en fait, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas tellement différent. On avait des intégristes du sport qui pensaient sport, qui étaient complètement isolés sport. Et le soir, lorsque j'allais au FILA, eh bien, tout simplement, j'avais des intégristes de la musique qui pensaient sport. Vous savez, les athlètes de haut niveau, ils ont tous maintenant, c'est très très à la mode, hein, les anneaux olympiques. Ah, voilà, ils l'ont partout, les anneaux olympiques ou dans les cheveux, un peu partout. Et le soir, à l'orchestre philharmonique, eh bien, il y avait les lyres. Les lyres, voilà. Et en fait, il y avait un monde complètement isolé entre eux, l'entre-soi du sport de haut niveau. Et je vois que vous acquiescez. Et on avait le monde de l'entre-soi de la musique. Et je me suis dit, mais en fait, plus on va se spécialiser, plus on va s'isoler des autres. Et c'est ça, moi, qui m'a dérangé dans ce sport de haut niveau. Et aujourd'hui, à la fac, moi, je suis prof à la fac à l'Université de Franche-Comté, où je suis à l'UFR STAPS, où on forme les profs de sport, de PS. Eh bien, je dis, ne vous isolez pas, ouvrez-vous maximum. Et je crois que c'est ça l'olympisme. Si je reviens à l'olympisme, hein, c'est que l'olympisme, c'est on va s'ouvrir de manière totale pour aller vers un individu dans sa globalité. Et vous savez que celui qui illustre le mieux, en fait, cette globalité, bon, à mon sens, hein, c'est Platon. Vous savez que Platon, son vrai nom, c'est Aristoclès. Et Platon, en fait, eh bien, lorsqu'il allait au gymnase dans la Grèce antique, il cultivait aussi bien l'esprit, la rhétorique, plein de choses, mais également son corps. Il avait un corps extrêmement bien fait, Platon. Donc c'est ça, je crois. Je crois qu'à un moment donné, eh bien, le sport de haut niveau, à mon avis, on n'est pas fait pour faire du sport de haut niveau. Si je peux me permettre, tu as mentionné un élément intéressant, c'est la performance au niveau du sport et la performance dans d'autres domaines. Toutefois, on entend plus souvent parler, que ce soit dans les médias ou dans notre entourage, de problématiques, de toxicité, si on veut, dans le milieu du sport. Et j'aimerais rediriger cette question-là vers Rog. Rog, qu'est-ce qui distingue le milieu sportif, si on veut, des autres milieux de performance et qui le rend peut-être un peu plus susceptible à avoir ce genre de problématique-là qui survient? J'aime ça, des questions faciles comme ça. Ben, je vais commencer avec le patriarcat. Le patriarcat qui contrôle, qui crée une certaine autopropagande, qui essaie de profiter de sa situation de pouvoir, sans s'en rendre compte que lorsqu'on exclut un, ça affecte tout le monde. Lorsqu'on essaie de prendre le pouvoir de quelqu'un, ça affecte tout le monde, même la personne qui essaie de prendre le pouvoir, sans le donner de façon démocratiquement aux autres. Lorsqu'on il y a ce que j'appelle la conspiration du silence. On sait on sait que ça existe, mais on n'en parle pas. On sait qu'il y a de l'exclusion, on sait qu'il y a de la discrimination, on sait qu'il y a de la misogynie, de l'homophobie, transphobie, mais on ne l'adresse pas réellement. Donc, pour éclairer la situation de la discussion ce soir, qu'est-ce qu'on peut faire en trouvant des solutions, parce que je ne veux vraiment pas terminer la soirée en critiquant tout ce qu'on fait de bien. Je pense que le sport de haut niveau a sa place comme véhicule de changement social positif, d'éducation,
On veut que nos enfants soient la prochaine génération active à vie pour leur propre bien, dans une vie saine et inclusive, une communauté inclusive. Les Jeux olympiques, c'est tout simplement le reflet de notre société. On ne peut pas critiquer les Jeux olympiques sans avoir une auto-réflexion sur nos propres sociétés. C'est un miroir. Ce qui existe aux Jeux de haut niveau existe dans notre société. On est contrôleur de ça, on est maître de ça. On doit s'engager davantage dans un changement positif. Si on a seulement 28%, même moins, 13% de nos enfants qui atteignent un niveau d'activité physique quotidien bénéfique pour la santé, c'est le problème de tous. La littératie physique, c'est le problème de tous. On parle de nos enfants on parle souvent de littératie, de lecture, mais on parle très peu de littératie financière. Nos enfants ne seront jamais capables de s'acheter une maison. Nos enfants, la prochaine génération sera la première à avoir une espérance de vie inférieure à la nôtre. On s'en va dans la mauvaise direction. Puis si je vous posais la question, puis j'espère qu'on va laisser la place à l'auditoire de poser des questions, mais si je vous posais la question, est-ce qu'on laisse la Russie participer au prochain Jeu de 2024? L'opinion publique dirait non, absolument pas. Roger Leblanc dirait oui. Surprise. Surprise. Pourquoi? Venez voir ce qui existe dans le monde libre. Retournez chez vous. Puis si je vous pose la question, les Chinois communistes, Corée du Nord, communistes, contrôleurs, manque de liberté. Mais ils sont en forme. Ils vivent plus longtemps que nous. Notre propre liberté nous tue. Je m'arrête là. Non, Raj, tu n'as pas fini. J'ai une autre question pour toi, à vrai dire. Tu parles de ces changements-là et ben, à tes côtés, on a une directrice d'un programme sportif, on a une entraîneuse, on a un athlète, on a un porte-parole. J'aimerais savoir quelles actions concrètes aimerais-tu voir ces personnes-là prendre dans le milieu sportif pour qu'il soit un milieu plus sain, un milieu plus inclusif, puis un milieu qui est plus prône au mieux-être chez les personnes impliquées? Qu'est-ce que tu aimerais voir ces personnes-là faire comme action concrète? Ben, comme nous tous, s'engager dans un changement positif. D'ailleurs, j'étais entraîneur de hockey sur glace à Martine. Je la connais très bien depuis longtemps. Jolene aussi. Simon aussi, je l'ai enseigné. C'est des personnes qui sont engagées. Peut-être pas parce que je les ai enseignées ou je les ai côtoyées, mais je pense que c'est des bonnes personnes à la base. C'est des personnes qui ont développé un sens d'altruisme, qui sont émancipées. Alors, lorsqu'on parle des différentes étapes d'émancipation, puis comment on rend nos enfants plus altruistes, je pense qu'on est en bonne main. Je pense que l'Université de Moncton, c'est pas parce que c'est mon alma mater, mais je pense que l'Acadie en général est moderne, avancée, inclusive. Je pense qu'on est une étoile. Loin d'être filante, on est une étoile qui brille sur beaucoup d'autres cultures qu'on a besoin de démontrer notre grande fierté, notre grande richesse d'inclusion puis de mieux-être. Les Jeux d'Acadie, c'est un miracle. Les Jeux d'Acadie 50+, c'est un miracle. Tout comme Viola Légère, bless her soul. Mais je pense qu'on est en bonne main pour répondre à la question. Puis, je pense que c'est le problème de nous tous, d'améliorer l'accès à la participation. Si on parle d'inclusion, parlons de donner accès à nos itinérants dans le Grand Moncton. Est-ce qu'ils ont accès à du sport, eux? Est-ce qu'on comprend que nos itinérants peuvent bénéficier du sport autant, sinon plus, que les athlètes élites? Saviez-vous que ça existe, les Homeless Games? Non. Saviez-vous que le sport, le pouvoir du sport de transformer des personnalités des gens est très puissant? Il ne faut jamais l'oublier. Que si on amène tous nos itinérants ensemble, jouer du sport régulièrement, prendre des douches, laver leurs vêtements au CEPS, qu'on les verra moins dans la rue,
Au lieu de leur pointer du doigt puis les critiquer, c'est pas leur problème, c'est notre problème. Je crois que c'est tous des points intéressants qu'on a entendus jusqu'à maintenant, mais maintenant, c'est à votre tour. Je suis certain qu'il y a certaines choses qui ont été mentionnées qui ont peut-être piqué votre curiosité, qui vous ont accroché. Et là, c'est votre chance. Est-ce qu'il y a des membres du public qui aimeraient? Ben oui, absolument. Merci. Bon, moi, je m'appelle Monique Leblanc. Je suis une grande amie à Roger. Et puis, on a un parcours assez similaire par rapport au sport et avec l'olympisme. On a tous les deux été il y avait c'était encore L'Académie olympique du Canada et puis l'Académie olympique internationale à Olympe. C'est ça. Puis c'est là, à la deuxième fois, parce qu'on m'a réinvité à aller à l'Académie olympique internationale, puis comme monitrice. Et puis, j'ai des jeunes qui me posaient des questions. Et un en particulier que ça m'a fait un petit peu me libérer de tout cet olympisme-là que comme moi je le vivais, c'était, il me disait, ben, les Jeux olympiques, c'est juste pour faire de l'argent. Puis c'était presque rendu à ce niveau-là. Et puis, avec d'autres facteurs, moi, je suis d'accord avec des choses qui ont été dites, que le sport élitiste, ça pourrait être vu comme un abus d'athlète dans certains... Là, je vais vous dire que je suis une physiothérapeute sportive. Et puis, j'ai vu énormément de gens blessés. Et je me dis, et même dans des situations où est-ce que il faut qu'on emmène quelqu'un à l'urgence lors des grands événements. C'est une Africaine qui courait, qui s'est évanouie, on l'emmène à l'ambulance. Par ambulance, on ne sait pas, on n'a pas tout son dossier, qu'est-ce elle pourrait mourir à Moncton. Puis je me dis, OK, on laisse ça faire. Tu vois, comme ben, ça, c'est une des composantes. Une autre composante, c'est, moi, je viens du monde de gymnastique. Je pense que vous savez, là, dans les journaux récemment, comment on traitait les gymnastes. Moi, j'ai un entraîneur, justement, qui a été tapé sur les doigts pour faire des actions pour les jeunes filles. Donc, il y a quand même une toxicité dans les sports. On voit si on fait le contraire avec les joueurs de hockey, avec ce qu'on a vécu récemment avec le Hockey Canada. C'est pas sain, ces choses-là. Donc, l'élitisme, peut-être, qui est le problème. Alors, on parle de comment changer ça. Peut-être avoir des niveaux sportifs moins compétitifs. Le focus est tellement sur la compétition. Puis, des fois, on oublie d'apprécier qu'est-ce qu'on fait, juste l'activité comme telle. Mais je veux bien un petit peu répondre à ça. Moi, je suis d'accord à 100% avec vous. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, ça ne me parle pas du tout ces valeurs olympiques. Je trouve que ça n'a pas de sens. Le fameux friendship, l'excellence, l'amitié, tout ça. Moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Vous savez, souvent avec mes étudiants, je fais un peu l'analogie avec les valeurs développées, notamment avec le code moral du judo. L'amitié, le fair play, la courtoisie, tout ça, ça n'a pas de sens, ça, pour moi. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que l'excellence, pour moi, conduit à l'excès. Moi, il me semble. Vous savez, lorsque je vais aux Jeux Olympiques, moi, j'en ai fait quand même déjà un paquet de jeux. J'ai été co-responsable en Australie, à Sydney, en 2000, de Olympic Youth Camp, ce fameux camp de la jeunesse, là. Et c'était vraiment incroyable, ce camp. Alors, camp, ça fait un peu bizarre d'appeler ça camp, mais néanmoins, c'était un truc incroyable parce que chaque nation avait le droit, donc ça existe depuis 1912, les camps de la jeunesse, c'est créé par Coubertin depuis les Jeux de Stockholm. Chaque Olympiade peut organiser un camp. Il y en a qui diraient c'est de l'acculturation à l'olympisme, si on veut. Moi, je trouve que ça permet de réunir des jeunes entre 15, 16, 17 ans
qui vont tout simplement vivre des moments extraordinaires entre eux. Alors, on peut être encore de nouveau dans l'utopie, mais je crois que pour le coup, c'est bien réel. On va réunir des gens. Alors, ça dépend, les camps, des fois, c'était 1700, 1200, 100, 200, 400, 500. En Australie, on était à peu près 500. On est resté plus d'un mois et demi ensemble. On était à Sydney, on était à Cairns, on est parti à Perth, on est parti un petit peu partout en Australie. On a travaillé sur les aborigènes, on a travaillé sur plein de choses, sur les forêts d'eucalyptus. On est même allé planter, j'en souviens très très bien, sur les boulevards à Sydney, des eucalyptus, hein, dans une logique comment dire, de climat, voilà, de plein de choses. On est très loin de l'excellence, là. Et pourtant, ces jeux permettent ça. Vous voyez, c'est ça. Et moi, quand je vais au jeu, je vous promets, hein, quand je vais au jeu, je ne vais pas au jeu. Je reste à l'extérieur des jeux pour voir ce qui se passe sur des modèles éducatifs qui sont menés justement grâce à ces jeux. Je restais un peu dans la confidentialité, mais lorsque j'étais en Corée du Sud, à Pyeongchang et à Gangneung, hein, sincèrement, j'avais des places pour aller aux jeux. Je suis allé une journée pour voir, mais le reste du temps, je suis allé un peu partout dans la Corée pour voir un peu ce qui se passait sur les jeux. À ma grande surprise, les Coréens ne savaient même pas qu'il y avait des jeux chez eux. En 2018. Je suis parti à Busan, tout en bas de la Corée, là. Ils ne savaient même pas. Et c'est là que je trouve que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. On est uniquement sur l'excellence. Et je crois que ce qui est cet outil, aujourd'hui, comment dire, on met tout, c'est un projecteur, on met tout là. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et vous parliez de l'Académie internationale olympique, moi j'y vais fréquemment en Olympie, hein, en Grèce, eh bien c'est un formidable outil pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeux? Est-ce que ça a du sens d'aller là-dedans? Est-ce que ça a du sens d'aller vers ces excès, hein, parce que c'est bien réel parfois. Vous savez, on a parlé, grâce à vous, monsieur, on a parlé des Paralympiques, mais on ne parle pas du dopage, on ne parle pas de toutes ces dérives qui existent aussi bien dans les Olympiades que dans les Paralympiques. Il y en a. Il y en a. Donc, quand on parle de l'usure précoce du corps, mais il y a plein d'autres excès dont on n'a pas parlé. Je crois qu'effectivement, ce dont je parlais à travers les camps de la jeunesse, c'est un formidable outil pour réunir la population, tous ces jeunes, vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça me semble primordial. Enfin, je ne vais pas accaparer la parole davantage. Hein. Et je ne sais pas si quelqu'un, si on voulait renchérir ou si quelqu'un voulait passer à un autre sujet. On a Maxime derrière. Pour rebondir sur ce que vous avez dit finalement, j'ai une anecdote en fait par rapport au dopage. J'ai eu la chance d'avoir en entrevue Bernard Hinault. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Bernard Hinault, c'est considéré comme le plus grand cycliste français. Il a gagné 216 courses dans sa carrière. Il a gagné les plus grandes classiques. Il a remporté 5 Tours de France, 3 Tours d'Italie et 2 Tours d'Espagne. Et en ayant discuté un petit peu avec lui, tout au long de la conversation, on a parlé un petit peu aussi des affaires de dopage. Et moi, ce que je voulais vous poser comme question, j'ai pas eu la chance d'être sportif de haut niveau. En tout cas, j'ai essayé, mais j'avais pas les compétences forcées. Mais par contre, ce que j'ai vu, j'ai fait du foot et du soccer ici, mais du cyclisme aussi. Mais quand on voit, par exemple, dans le cyclisme, on en a discuté par rapport à l'asthme. Ça avait fait débat lors du Tour 2017-2018 avec Chris Froome, qui avait été un petit peu supposé, en tout cas, prendre vous savez, pour gonfler les bronches. Et on voit, je l'ai vu hein, au championnat de France hein, de VTT, mais chez les jeunes, à 14-15 ans, les parents qui disent le gamin prend de la ventoline pour, tu vas voir, ça va gonfler tes performances, ça va aller mieux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en jouant sur ça, alerter un petit peu avec cette éducation-là? Certes, on voit les sportifs de haut niveau briller, c'est un peu, on les idéalise, on voit qu'il y a toute une performance de haut niveau, mais ça, c'est qu'une vitrine. On ne connaît pas toute la préparation, les sacrifices qu'il faut faire. C'est de nombreux sacrifices. Est-ce qu'il ne faut pas aussi poser cette question dès l'éducation, dès le plus jeune âge, dire attention, voici, il y a aussi ces côtés-là de ce sport de haut niveau. Il faut vous prévenir, vous allez être confronté peut-être aussi à des personnes qui vont vous dire que ça, il faut faire ça pour acquérir ce niveau-là. Je ne sais pas si dans vos expériences, vous avez connu ça, mais je l'ai vu de mes propres yeux, ça m'avait choqué de voir ça dès le plus jeune âge et que les parents poussent aussi dans cette direction, tout ça pour aller sur du haut niveau.
Je ne sais pas si Simon, toi qui as été athlète à un haut niveau, si ces situations-là ont survenu dans ton parcours à un moment donné. Pas pour moi. Par contre, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres athlètes que j'ai côtoyés que il y a des entraîneurs qui étaient comme ah ben, tu sais, tout le monde le fait. Pourquoi pas le faire nous autres aussi, tu sais. So, tu sais, moi, je suis contre ça, c'est certain. Puis comme il y en a par contre que, tu sais, c'est un peu comme l'excellence. C'est l'excellence à tout prix, c'est tout ce qu'ils voient, tu sais. C'est tout ce qu'ils voient, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Puis il y en a que c'est là qu'ils veulent aller. De l'autre côté de la médaille aussi, il y en a qui il y en a qui ont des pouvoirs dans le monde des fois. Puis là, on peut ouvrir la canne, si tu veux, de la Russie, là. Qui avaient eu le pouvoir de faire ça. Tu sais, puis c'est un système. Ça fait que, tu sais, comme, ils ont l'argent, ils ont les ressources. Puis là, tu sais, ça a été découvert. Ben, tu sais, ça avait pris du temps aussi, un petit peu avant que ça avait été découvert, là. Puis on ne sait pas combien de temps que ça avait été fait. Tu sais, puis il y en a d'autres qui ne se faisaient jamais pogner. Puis, tu sais, c'est pas le sport. Tu sais, c'est pas l'approche qu'on veut dans le sport. Maxime, est-ce que ça répond à la question au commentaire? Je ne sais pas, mais est-ce que, par exemple, on parle beaucoup de santé mentale, il y a cet aspect-là qu'on ne voit pas souvent dans le sport, en tout cas, on n'en parle pas suffisamment. J'ai deux exemples très concrets. Je ne sais pas si vous allez connaître forcément, mais au rugby, Dominicis, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, mais en 2020, malheureusement, il est décédé, il s'est suicidé. Et on a appris, en tout cas, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas suivi tous les éléments de ces traitements médiatiques. Mais il y a eu une fatigue psychologique, une fatigue aussi de l'après-carrière, de pas... La transition ne s'est pas faite naturellement. Et c'est vrai quand on voit un petit peu, il y a d'autres exemples dans l'actualité qui pourraient être emboîtés. Mais cette santé mentale-là, on sait que la résilience, notamment quand on revient des blessures, est très compliquée. Il faut se remettre dans une routine sportive qui est pas évidente. Est-ce que ça aussi, cette fatigue-là, il faut la prendre en considération dans le sens où on voit que l'aspect physique, on voit les blessures, on voit ce qu'on peut voir de nos propres yeux, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur de notre cerveau, cet épuisement total. Je pense que c'est quelque chose qui peut revenir aussi avec vos différentes équipes, même dans le sport du plus jeune âge. C'est pas évident comment dire, de pallier tous ces aspects-là, surtout quand il y a des étudiants qui sont en études, ils ont d'autres problèmes, ils ont tout ce panel-là de soucis qui peut arriver, et quand on arrive au sport et qu'on a une autre contrainte, quelles sont les propositions? Moi, je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est vrai que c'est une fatigue qui est très importante, et on s'en soucie pas forcément énormément, en tout cas. Ben, Maxime, si tu me permets, je vais prendre ta question, je vais l'envoyer à Martine avant et on peut revenir vers Rog après. En tant que directrice des sports, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises de l'avant justement pour prévenir ces situations-là? C'est justement ça que lorsque tu parlais, que juste les discussions que j'ai maintenant avec mes entraîneurs ou que ce soit l'équipe d'encadrement, c'est vraiment comme évident qu'il y a plusieurs facteurs à ce temps qui font en sorte que la performance est affectée. Là, ça fait, comme tu dis, l'épuisement au niveau de tous les côtés, que ce soit au niveau académique, sportif, social. Il y a tellement une pression à ce temps pour être le meilleur ou la meilleure. Puis je pense, je ne sais pas si c'est avec la société d'aujourd'hui que ces attentes-là, mais évidemment, oui, j'ai plus de discussions comment est-ce qu'on peut chercher des outils pour évaluer les niveaux de stress, pour voir où est-ce que leur niveau de repos est rendu. Quand on parle avec nos préparateurs physiques, il y a des outils maintenant, des applications pour justement gérer ces choses-là qu'on essaie certainement, on veut certainement avoir des meilleurs outils pour encadrer nos athlètes. On utilise des plateformes pour voir, mais c'est justement aussi être plus ouvert à parler aux athlètes qui sont plus à l'aise de dire quand ils sont fatigués ou ils ont besoin
du repos. Je pense que nos enseignants sont beaucoup plus accommodants de ce côté-là que des choses qu'on ne parlait pas auparavant. Là. Ça fait que je remarque vraiment que c'est vraiment un besoin absolument pour l'encadrement des athlètes. Raj qui voulait renchérir, je crois. Ouais, moi, je ne mettrais pas tout le blâme rendu au niveau élite. Je pense que le problème commence beaucoup, beaucoup plus jeune. C'est pas la responsabilité au sport universitaire de régler des cas de santé mentale ou d'épuisement professionnel ou athlétique. Wow. Revenons au point de départ avec nos enfants. Puis moi, je voudrais que vous quittiez aujourd'hui en devenant des activistes avec moi pour l'éducation physique quotidien de qualité, EPQQ. Partez avec ça ce soir. Sachant que les bénéfices de l'activité physique puis du sport ont des retombées à court terme, moyen terme et long terme pour toute notre société. On ne veut pas développer des athlètes élites, on veut développer des personnes saines dans un corps sain avec un esprit sain. Lorsque je parle d'un cours d'éducation physique quotidien de qualité, ça comprend également, parce que moi je suis un professeur d'éducation physique et à la santé. EPS Canada est un leader mondial sur l'éducation physique et à la santé. Et on recommande à tous les élus puis aux citoyens d'encourager l'éducation physique quotidienne, comme c'est le cas en Finlande, la Norvège et tous les pays développés avec un système d'éducation publique, pas privé, qui recommande les 150 minutes d'activité physique par semaine structurée. Pas va jouer dehors. Ou allons jouer dehors, structuré. Où est-ce qu'on enseigne? On a parlé, on n'a pas eu la chance, puis on pourrait... Il y a Lisa Leblanc qui m'attend. On a... Eh oui, mais c'est une chanteuse qui vient, qui est rare. On n'a pas parlé des autres dimensions du mieux-être. Puis est-ce que nos enfants, est-ce que nous-mêmes, si je vous demandais combien d'entre vous savez les 7 dimensions du mieux-être, puis est-ce qu'on les nourrit? Alors moi, pour revenir, pour clore, puis je vais me taire là, ma question au Jeux de Paris 2024, c'est qu'est-ce qu'est la plateforme éducative, qu'est-ce qu'est l'investissement à long terme dans la jeunesse française et d'ailleurs, autrement que l'a fait Londres. Londres avait un gros espoir de réinvestir les retombées des Jeux de Londres dans la jeunesse la Grande-Bretagne. Ben, ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont donné l'argent aux associations puis aux fédés, au lieu de le donner au système scolaire. Alors, Higgs et compagnie ont besoin de nous écouter, nous, the people, lorsqu'on dit qu'il faut investir dans la jeunesse pour les éduquer par rapport à toutes les dimensions du mieux-être, y compris offrir des plateaux d'activité physique et sportive quotidiennement, parce qu'on ne le fait pas à la maison, on est trop libre sur nos téléphones stupides. On est trop libre à rien faire. Alors, il faut encadrer les gens davantage parce que c'est seulement 13% des familles qui réussissent à activer leurs enfants. Il faut intervenir. C'est un code de santé publique. C'est une question de santé publique. Alors, j'espère que je vous laisse avec ça. EPQQ, honey. EPQQ. Raj, tu as adressé la question aux Jeux olympiques de Paris 2024 et je vais les laisser répondre. Voilà, très bien. Alors, ça fait pas longtemps que je suis au Canada, ça fait une journée. J'ai appris 2 choses. Tout le monde s'appelle Leblanc. La deuxième chose, c'est que la première ministre s'appelle X. C'est bien ça?
Le X, voilà, voilà. Bon, j'ai un traducteur à côté qui m'explique tout à chaque fois. Voilà, voilà. Je ne porte pas de jugement sur le système politique canadien. Pour répondre à Maxime, quand même, avant de répondre, pour répondre à Maxime, en France, il y a ce qu'on appelle le double projet, voire le triple projet, dès le plus jeune âge. Et oui, bien sûr, depuis le plus jeune âge, quand on arrive à l'université, c'est trop tard, bien évidemment. Le double projet, c'est, oui, peut-être que ces athlètes, il faut qu'ils aillent vers de l'excellence, même si j'ai bien compris que je ne suis pas tellement pour. En ayant goûté ce système-là, je ne suis pas fan. Voilà. Mais le deuxième projet, c'est aussi de manière concomitante d'obtenir un niveau intellectuel. Et aujourd'hui, je vais parler pour mon activité qui est judo, la fédération, ce dont je parle, je connais les autres, il y a un triple projet. Il faut être bien là-dedans. C'est qu'il faut que, globalement, que les choses soient concomitantes, sport, études, et bien dans son corps et sa tête, quelque chose de sain. Alors, je vais vous raconter aussi, avant de repartir à Paris 2024, je parle beaucoup aussi, moi, c'est que j'ai été frappé à Sydney, au village olympique, en 2000. En 2000, je suis au village olympique, pas en tant que sportif, parce que moi, je combattais au judo, mais il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus, meilleur que moi, David Douillet, qui était. Et donc, je suis au village et je vois l'équipe américaine et japonaise. Et là, il y a 200 nations. À Paris, il y en aura 206, il y en a 200 là. Et là, en fait, je ne comprends pas parce que je comprends qu'il y en a les entraîneurs pour la muscule, ils sont là. Il y a ceux pour se nourrir correctement, voilà, tout ça. Et eux, les Américains, les Japonais, ont psychiatre, psychologue, et quelque chose qui vous parle à tout le monde maintenant, mais moi, pour le coup, je ne savais pas trop ce que c'était, sophrologue. Alors maintenant, tout le monde est au courant, coach, etc., etc. Mais en 2000, il n'y avait personne. Il n'y avait que les Américains et les Japonais. Je rentre en France et je me dis, il faut quand même que je comprenne ce truc-là. Et je vais vous raconter, je vais taper le nom, je suis désolé. En 97, je suis à Athènes avec le CIO, je suis vers l'Acropole, là, et il y avait une grande messe CIO, tout ça. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui est une grande star française qui s'appelle Jean-Claude Killy. 3 médailles d'or aux Jeux. Et là, Killy, nous, on est tous, on en a assez, il fait 40 degrés, on en a vraiment marre. Marre. Et on a un Killy, j'espère que ça ne va pas bouger, mon truc là, qui est comme ça. En fait, je n'ai même pas utilisé la feuille. Qui est comme ça, voilà, qui est comme ça. Et Killy, donc, au bout de quelques heures, se lève, frais, dispo. Et je me dis, mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Et en fait, en revenant de Sydney, 97, en revenant de Sydney 2000, je me dis, mais c'est quoi la sophrologie? Et je pars pendant 4 ans, je prends un avion, ça fait pas trop, ça fait un peu, je prends mon avion, je fais Besançon, c'est à côté de la Suisse, en France, et je vais à Toulouse, et je monte à Andorre, dans les montagnes des Pyrénées. Et là, je vais suivre les cours d'Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie. C'est un neuropsychiatre qui est colombien, espagnol, enfin voilà. Et je pars 4 ans suivre ses cours, et au bout de 4 ans, il nous dit, vous allez prendre, il est espagnol, la posture Isokai. Donc je prends la posture Isokai, tac, 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 tac. En 2003, 2004, posture Isokai, c'est celle que Jean-Claude Killy avait pris en 97. En fait, cette grande équipe de ski, la grande équipe de ski française, Guachel, Famos, Killy, en fait, ils avaient un entraîneur, et cet entraîneur, il s'appelle Bonnet. Bonnet, en fait, était déjà dans cette logique, on prend soin de là-dedans avec le corps. Et donc, ça y est, la boucle est bouclée. Notre Killy, ces grands champions, voilà, ils cultivaient cette harmonie corps-esprit essentielle pour devenir un grand champion. Donc, en fait, je serais tenté de dire, oui, il faut bien avant le jeune âge, enfin, l'adulte, cette harmonie corps-esprit, ce double, voire ce triple projet. Moi, je suis plus sur le triple que sur le double. Triple projet, c'est la condition sine qua non. Maintenant, Paris 2024, c'était quoi? Et je suis désolé, Eric, mais je vais devoir vous demander de faire ça rapidement. Je suis français, je parle loin. Ah oui. Le problème, c'est que si je parle vrai, il y a monsieur le consul général de France. en fait... Allez, on se mouille.
En fait, il y a un programme qui a été en France, qui a été lancé, hein, c'est les 30 minutes d'activité physique par jour à l'école. C'est le grand héritage de Paris 2024 et également ce qu'on appelle le design actif. Sauf que moi, je suis prof de PS hein, à la base. Je suis agrégé de PS. Ben, on ne fait pas de l'EPS. On fait simplement de la marche, on fait du défouloir. Je suis désolé, hein, je parle franc, hein, franchement. Eh bien, on fait de la marche, on fait pas de l'EPS. On n'éduque pas le corps. On n'éduque pas le corps. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il me semble qu'on fait fausse route. Sans une structure, sans un encadrement professionnel, par des professionnels de l'EPS. Saviez-vous que 50% des écoles au Nouveau-Brunswick qui se disent avoir atteint leurs 150 minutes d'activité physique par semaine comptent le nombre de secondes entre les cours qu'un élève va d'une classe à l'autre? Stop. Je suis d'accord. Vous savez, en France, c'est les professeurs des écoles qui deviennent professeurs des écoles, qui sont des spécialistes de mathématiques, qui sont les spécialistes de sciences de la vie et de la terre, et bien d'autres choses, et qui vont faire l'activité physique. Moi, en tant que prof de PS, d'activité physique sportive, ça me pose problème, ça. Parce que le corps, il faut le connaître, l'anatomie, la biomécanique, il faut connaître tout le système corporel. Enfin, voilà, donc ça pose un problème. J'ai répondu? Oui. Honnêtement. Et si vous me permettez, j'aimerais terminer avec, premièrement, je crois qu'une synthèse qu'on peut faire de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'est que au-delà de la performance, le sport se doit d'être un outil pour le changement et un changement positif. Et je crois que c'est un peu ce qui ressort de la discussion. Toutefois, je suis certain qu'il y en existe et on les voit souvent, c'est dans les sections commentaires sur Facebook. Il y a certaines personnes qui ne partagent pas cette opinion-là et qui se disent le sport, c'est uniquement la performance. Gardez la politique, vos valeurs et tout ça à l'extérieur de mes sports. Et on n'a pas adressé ça. Alors, pour conclure, j'aimerais peut-être, chacun d'entre nous, peut-être un court message pourquoi cette mentalité n'est pas la bonne. Et là, je sais, j'ai dit un court message et je vois la peau de Rog devenir un peu plus rouge alors que je mentionne cette phrase, mais j'aimerais qu'on conclue là-dessus. Éric. C'était quoi la question? On dit quoi aux gens qui se prononcent que le sport ne devrait pas être un outil pour le changement, mais qu'il devrait tout simplement rester le sport? Mais je crois que moi, le sport, déjà, je suis contre le mot sport. Moi, je suis activité physique et sport. Activité physique. L'activité physique doit intégrer, d'autres éléments tels que la famille, les vacances, le travail et plein d'autres choses pour aller vers un être globalement sain, actif et responsable. Pour moi, c'est ça. Simon? Je pense qu'il faut qu'on a beaucoup de choses à travailler dessus, c'est certain. On a eu des bonnes discussions en termes du sport en général, en termes de société. Puis je pense que c'est ces choses-là qu'il faut qu'on reflète nous autres-mêmes. Faut qu'on, tu sais, comme Rog disait, il faut qu'on regarde dans le miroir un petit peu. Puis il faut qu'on dise comment est-ce qu'on est en train d'écouter non seulement la génération qui est là présentement, mais les prochaines générations à vivre. Comment est-ce qu'on les éduque? Puis de là, comment est-ce qu'on est, comme Rog disait, la structure pour qu'on puisse, tu sais, comme aboutir à un sport, un environnement qu'on veut éventuellement avoir. Jolene? Pour moi, faire partie d'un encadrement sportif, c'est important que ça soit positif, inclusif. Puis comme Rog l'a dit aussi, comme il y a beaucoup d'éducation qui doit être faite, c'est sûr. Puis on a toute une part de responsabilité là-dedans. Puis c'est lorsqu'on a cet aspect-là qui nous tient à cœur, ben, c'est de le propager puis d'en parler. Rog? Dans 30 secondes. Moi, je voudrais juste terminer en disant que n'importe quelle approche ou structure doit émerger d'une dynamique communautaire par les citoyens. Puis cette dynamique communautaire doit
comprendre les 3 parties de nos générations. La jeunesse, les adultes au travail, les 18 à 65 ans, on va dire, peut-être 70 maintenant, puis nos aînés. Puis le même message, la même conscientisation doit être faite, puis offerte. Est-ce que nos maisons de retraite, de résidence pour nos aînés, offrent l'activité physique de façon quotidienne? Non? Est-ce que nos milieux de travail offrent un temps d'activité physique quotidienne? Bien, si on l'impose à nos enfants, il faut l'imposer aux adultes, il faut l'offrir aux adultes, puis à nos aînés, pour que notre population générale soit sur la même page et le même message, puis qu'on fasse tous, soit en famille ou en groupe ou en communauté, comme le font les Japonais, qui ont l'espérance de vie le plus élevée au monde. Parce qu'ils ont des cours d'alimentation, ils ont des cours d'activité physique quotidiens. Je m'arrête là, mais je pense que les stratégies sont comprises. Je pense qu'on a bien fait le point sur comment créer des changements positifs. Puis, on ne peut pas s'attendre à Higgs de le faire. On va le faire, nous, comme citoyens responsables, engagés. Et finalement, Martine? De mon côté, c'est sûr que c'est certainement que je trouve vraiment les sports une place dans la société. Puis en tant que cheminement personnel aussi, les sports ont aidé à mon développement au niveau que ce soit des différentes valeurs ou différentes éthiques de travail. Je pense que les sports ont de base, c'est très important que le sport est accessible pour tout le monde, comme tu as mentionné. Je pense que c'est la clé. C'est dès la jeunesse, il faut avoir accès au sport parce que le sport peut tellement mais plus que autre. Ça m'a toujours marqué, mais l'annonce de Canadian Tire, où ils voient les jeunes s'habiller pour aller sur la glace, mais ils s'habillent en médecin, en pompier, mais c'est justement ça les sports. Ça fait que je pense qu'ils ont touché, ça fait qu'ils ont certainement leur place, puis je pense que ça peut vraiment aider à la société, l'accessibilité au sport, notre jeunesse. Merci Martine, merci Rog, merci Jolene, merci Simon, merci Éric. Merci à vous d'avoir été là ce soir et d'avoir participé. Et j'aimerais une dernière fois qu'on les remercie d'avoir été avec nous ce soir pour cette table ronde. On peut les applaudir.